Alors, je suis Jérémy Brabéa de Najlo. Ça fait 15 ans que je travaille dans le high-tech en Israël. Et à côté de moi se trouve Ronnie qui va se présenter lui-même. Enchanté, je suis Roni Sarfati. مساء الخير. أنا أتكلم شوية عربية حيث خدمت في l'ONEP à l'époque. Je suis israélien, mais j'ai travaillé à l'époque pour le compte du ministère français des Affaires étrangères pendant 2 ans auprès de l'ONEP, donc, dans les années 1995-1996. Et voilà comment j'ai commencé ma carrière d'ingénieur dans le traitement de l'eau. J'ai continué ma carrière après le Maroc en France. Je suis retourné en France où j'avais fait mes études. J'ai travaillé chez Veolia, j'ai travaillé à différents endroits et je suis venu m'installer dans la terre de mes ancêtres il y a 16 ans en Israël. Et donc, ça fait 16 ans que je travaille. Donc, je suis donc expert dans le domaine en particulier de tout ce qui est traitement, dessalement d'eau de mer, traitement des eaux usées. C'est vraiment mes domaines où je suis le plus expert. J'ai travaillé chez IDEO Technologies, qui est le leader mondial du dessalement d'eau de mer israélien. J'ai travaillé chez Tahal, qui est le plus gros bureau d'études israélien dans le domaine de l'eau. J'ai travaillé dans d'autres sociétés plus technologiques, on peut expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Et là, donc, maintenant, voilà, on a décidé de créer Hydromaris récemment. On vous expliquera ce que c'est, pourquoi. Donc, voilà. Bon, bah, on va attaquer. Si tout va, on va partager déjà. Cher, ici. Ouais, on va mettre... Non, il faut faire d'abord là. Ok. Ouais, ici. Share screen. Voilà. Ok. Ok. Ici. Bon. On est bon. Vous voyez notre écran? Oui, je pense que c'est clair. Tout le monde voit l'écran. Hydromaris. Ok. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer dans le vif du sujet sur la situation au Maroc. Et rapidement, hein, la situation que vous connaissez très bien, pour arriver donc pour parler ensuite des comparaisons Israël-Maroc et qu'est-ce qu'on peut apporter donc dans ce domaine de l'eau entre nos deux pays. Alors, le contexte de l'eau au Maroc actuel, okay, le contexte actuel, on a 18 milliards de mètres cubes par an en moyenne d'eau renouvelable de surface utilisée et on a environ 4 à 5 milliards de mètres cubes par an renouvelables utilisés de ressources en eau souterraine. Okay, donc ça fait qu'on a un total de 23 milliards de mètres cubes par an. Donc ça, c'est en fait la quantité d'eau moyenne utilisée aujourd'hui au Maroc pour les 37 millions d'habitants du royaume. Voilà, donc on commence avec ce chiffre rapide, avec, comme vous voyez, il y a une variabilité forte d'une année sur l'autre. Comme vous le savez très bien, on est actuellement tous inquiets de la situation au Maroc. On espère qu'il va pleuvoir, Inch'Allah, très prochainement pour résoudre le problème de la crise d'eau. Et donc, on va voir comment on espère que les années suivantes, on n'aura plus besoin de cette dépendance à l'eau, comme c'est le cas en Israël. Alors, toujours au Maroc, on réutilise déjà les eaux usées qui sont évidemment traitées dans les stations d'épuration. C'est environ 100 millions de mètres cubes par an. Ça veut dire à peu près 4% de l'eau consommée, c'est de l'eau réutilisée. Alors, elle est réutilisée pourquoi? Pour les golfs, évidemment. Hein, le Maroc est toujours très fier de ses magnifiques golfs, des espaces verts, et aussi un peu pour l'industrie qui réutilise donc ces eaux. Voilà quelques chiffres. Maintenant, donc là, c'était la consommation. Okay, combien on utilise d'eau. Maintenant, ce qu'on voit, c'est la quantité d'eau que le Royaume du Maroc est capable de stocker. Alors, il faut savoir, il faut se rendre compte que déjà dès l'époque de feu Sa Majesté le roi Mohamed V, il avait déjà voulu une volonté de grand barrage. Ça a été fait et beaucoup plus fort encore à l'époque de son fils feu Sa Majesté le roi Hassan el Thani.
Et puis, ça a été continué, ça a toujours été une volonté très forte du roi actuel, Mohamed VI, et heureusement, puisque grâce à ça, le royaume, même si on est inquiet aujourd'hui, on a pu avoir, donc on a aujourd'hui 19 milliards de mètres cubes qui sont mobilisables quand tous les barrages sont remplis. Ça veut dire, on a vu tout à l'heure, on utilise à peu près 23 milliards, donc ça veut dire quasiment une année complète lorsque tous les barrages sont remplis. Donc ça, c'est vraiment grâce à une volonté qui était très forte des différents rois successifs. Donc on est très reconnaissant évidemment de ce qu'ils ont fait. Je voudrais juste aussi parler une petite anecdote du roi qui était à l'époque sultan, Mohamed, qui est devenu le roi Mohamed V. Il est beaucoup admiré en Israël. Si vous venez en Israël, vous verrez au musée Yad Vashem, il est juste des nations. C'est un statut extraordinaire. Il a sauvé le peuple juif marocain pendant la guerre. Il s'est opposé au gouvernement de Vichy. Donc on est très reconnaissant par rapport à ça. Il s'est opposé, il a dit tous mes sujets sont égaux. Donc il a refusé de différencier les juifs. Donc ici en Israël, on a toujours une très grande reconnaissance pour le roi. Je m'appelle Sarfati, mais je ne suis pas du tout d'origine marocaine. Mon père est d'origine égyptienne. Mais j'ai aussi, vous savez, comme j'ai travaillé au Maroc, j'aime beaucoup le Maroc, je suis très attaché. Et donc voilà, c'était un petit aparté sur le roi, la vision qu'on a d'Israël, sur le Maroc qu'on aime beaucoup, parce que vous savez aussi qu'ici on a pas loin de 1 million d'habitants qui sont marocains ou descendants de Marocains qui habitent en Israël. Je continue. Alors maintenant, donc, on est, comme vous savez, en stress hydrique. Les causes du stress hydrique fort actuel au Maroc, évidemment, c'est le fait que c'est une région qui est assez aride, okay, où il y a beaucoup de zones désertiques et semi-désertiques. Il y a une dépendance à la pluviométrie qui reste, malgré les barrages, qui reste quand même assez forte. On a évidemment un pays qui a décidé d'avoir une agriculture importante, notamment pour l'exportation. Et donc cette agriculture, ça représente 4 fois plus d'eau que l'eau pour les habitations. Donc 80% de l'ensemble de l'eau, c'est uniquement l'agriculture. Et puis après, on a des problèmes qui sont d'optimisation, donc optimisation de la distribution, où il y a des pertes d'eau. On est à pas loin de 40% de pertes d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont actuels, mais qui sont assez récents en tout cas. On est en tout cas à plus de 30% de pertes d'eau, ce qui est quand même important au Maroc, dans les réseaux. Et évidemment, on va voir qu'au niveau de la consommation, il y a beaucoup de choses qui sont faisables pour mettre en place pour réduire la consommation sans avoir à se restreindre forcément. Alors, les voies d'amélioration, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a défini très récemment, là, la semaine dernière, le 14 octobre, donc il y a 2 semaines, pardon. Donc, il a défini donc, vraiment comme priorité nationale l'eau. Évidemment, vu la situation, on comprend, c'est quelque chose d'important. Et donc, il veut privilégier l'innovation. Okay, et donc, c'est là où on va voir comment, entre Israël et le Maroc, il y a vraiment des choses importantes à faire dans le domaine de l'innovation, donc pour faire de l'économie, pour économiser l'eau et la réutiliser. L'exploitation rationnelle des nappes phréatiques, notamment, et des ressources en général au niveau des barrages. Donc, il s'agit de faire un effort qui soit multisectoriel et au niveau des coûts, donc répartir les coûts tels qu'ils sont réels. Donc, que les coûts de l'eau ne soient plus subventionnés, mais soient vraiment les coûts réels. Le plan national de l'eau qui était défini d'ici à 2035, donc pour les 10 ans à peu près qui viennent, pour les 12 ans qui viennent, c'est un budget de 70 milliards de dirhams d'investissement. Okay, donc c'est un budget très important, c'est un budget de plus de 5 milliards de dirhams par an en moyenne, okay, et dont plus de 10 milliards de dirhams prévus déjà pour l'an prochain 2023. Donc c'est un investissement très très massif qu'a décidé le Royaume du Maroc. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fonds justement pour réaliser les objectifs qui ont été définis précédemment par Sa Majesté le Roi. Donc, dans ces objectifs, il y a évidemment développé des nouvelles infrastructures hydrauliques, ça veut dire les barrages notamment, créer de nombreux barrages,
créer aussi des réseaux de connexion entre les barrages, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a à peu près 25%, un peu moins de 25% des barrages qui sont vides. C'est-à-dire qu'ils sont 3/4 vides, mais c'est une moyenne. Et malheureusement, le barrage dont le nom m'échappe, qui est le grand barrage qui se trouve dans la région de Casablanca-Stade, il est quasiment vide. Il est à peu près à moins de 3%, donc il est quasiment vide. Donc même si on a un autre barrage où il y a 30 ou 40%, mais s'il n'est pas reliable vers Casablanca, vers là où il y a beaucoup d'habitants, on est embêté. Donc dans cette priorité, la connexion des réseaux, notamment du Sebou vers les Bouregreg, etc., de pouvoir connecter au maximum pour pouvoir transférer les eaux intelligemment. Et évidemment, une autre priorité, c'est de renforcer les installations d'épuration, c'est-à-dire d'assainissement liquide, créer des réseaux d'assainissement liquide, épurer ces eaux et évidemment dans l'objectif de pouvoir réutiliser un maximum ces eaux. Alors, voilà, maintenant on va un peu comparer le Maroc-Israël. Alors, c'est comparable pour pas mal de raisons. D'abord, on est une région aussi en Israël, alors beaucoup plus petite, on va parler après de la géographie, c'est plus petit, mais Israël, c'est aussi une région, un pays, un petit pays, mais où il y a une grande majorité de zones désertiques. En fait, encore plus qu'au Maroc. La majorité d'Israël est un désert, le désert qui s'appelle le désert du Negev. Et donc, on a une toute petite partie où il y a un peu d'eau. L'extrémité nord, il y a plus d'eau. Ça ressemble vraiment beaucoup, en petite échelle, ça ressemble beaucoup à la situation de la pluviométrie du Maroc. Un autre point commun, c'est l'importance de l'agriculture. C'est-à-dire qu'Israël a été créé en 1948, et même déjà avant, avec les Juifs qui sont implantés beaucoup vers la fin du 19e siècle. Il y a toujours eu des Juifs en terre ici, mais il y a eu un grand retour des Juifs vers 1880 qui a commencé, 1860, 70, 80, et ensuite qui a continué tout le long, donc il y a 150 ans. Et ces Juifs donc voulaient absolument avoir une agriculture développée. C'était très 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 important de pouvoir avoir une autonomie alimentaire. C'était essentiel. Et le début du pays, l'avant-pays et le début du pays a été vraiment créé autour de ça, autour de ce qu'on appelle ici les moshav et les kibbutz. Donc ces kibbutz sont des villages à caractère agricole. Okay, donc des villages à caractère agricole, les moshav aussi, c'est des subtilités d'organisation entre moshav et kibbutz, mais les deux sont des villages qui sont basés sur l'agriculture. Le kibbutz avec une agriculture totalement commune, et donc toujours dans cet objectif, il faut absolument être autonome, il faut avoir une bonne agriculture. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait comparable avec le Maroc, qui a su développer une très bonne agriculture aussi, et qui exporte aujourd'hui beaucoup de son agriculture, et qui veut continuer évidemment à exporter, et à exporter de mieux en mieux. Un autre point commun aussi que je n'ai pas noté là, c'est le fait que, en tout cas pour Israël jusqu'à 2009, il n'y avait quasiment aucune ressource minière, si ce n'est les phosphates. Donc les phosphates, il y en a au Maroc, il y en a en Israël, il y en a bien plus au Maroc, mais il y en a en proportion par rapport au petit État d'Israël, il y en a quand même pas mal, beaucoup moins qu'au Maroc, mais il y a quand même pas mal de phosphates. C'est en tout cas, ça a toujours été de loin la première ressource minière d'Israël, c'était le phosphate, comme au Maroc donc. Donc c'est encore un point commun, et on va voir aussi que là-dessus, on a des compétences dans le domaine du traitement des eaux pour tout ce qui est les eaux des mines de phosphate. Il y a quand même des différences. Okay, d'abord la taille, évidemment, le Maroc est bien plus grand. On a aussi au Maroc une abondance de fleuves. Okay, on a pas mal de fleuves, ce qui a permis justement de créer ces barrages. Alors qu'en Israël, on n'a pas de grands fleuves, aucun. On n'a que des petites rivières. Okay, le fameux Jourdain dont on parle, c'est vraiment une toute petite rivière, et il n'y a rien. Donc il n'y avait pas moyen de faire de grands barrages en Israël. Il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a pas la possibilité. La densité démographique, on va voir au Maroc, il y a une augmentation démographique, mais on va voir maintenant qu'en Israël, elle est beaucoup plus forte. Alors si je prends la pression démographique, ça c'est la courbe du Maroc depuis, j'ai pris les 70 dernières années, 75 dernières années. Donc on voit qu'il y a 75 ans, il y avait à peu près 9 millions d'habitants. Au moment de l'indépendance, en 1956, il y avait à peu près 11 millions d'habitants, 10-11 millions d'habitants. Et maintenant, donc, 75 ans après, donc, par rapport à cette courbe, okay, depuis 1948, j'ai pris,
on a été multiplié par 4, vous voyez, puisqu'on est aujourd'hui à 37 millions d'habitants. Donc, quand même, une belle augmentation. Sachant que les ressources en eau, elles n'augmentent pas. Okay, et même avec le changement climatique a tendance à même diminuer. Okay, mais surtout, vous voyez, même si ça diminue, ce ne sera pas divisé par 4. Alors que là, on a été multiplié par 4 et ça continue à augmenter. Donc, la pression démographique est un facteur majeur de problèmes de stress hydrique. Si je compare Israël, ici, Israël, alors justement, je disais Israël, je vais peut-être revenir juste avant. Donc là, on arrive à 37 millions d'habitants, okay, au Maroc. Je reviens au Maroc, donc 37 millions d'habitants pour 770 000 km². La superficie d'Israël, c'est 22 000 km², c'est-à-dire justement 35 fois plus petit. Donc si on divise 37 millions d'habitants au Maroc, et si on avait la même proportion, on aurait 37 millions divisé par 35, ça fait quasiment pile 1 million. Okay, donc si on avait une densité égale au Maroc et en Israël, puisque c'est un tout petit pays, on aurait 1 million d'habitants. 1 million d'habitants, c'est la densité, c'est la population qu'on avait il y a 70 ans. Okay, vous voyez ici, on a 1 million d'habitants au début de la courbe. Vous voyez, on était même à 0,8 en 1948 et en 1949-50, on est déjà passé à 1 million d'habitants. Donc, on avait la même démographie qu'aujourd'hui, il y a 70 ans. Ça veut dire que le stress hydrique que connaît le Maroc aujourd'hui, c'est le stress hydrique qu'a connu, à peu près le même stress hydrique qu'a connu Israël il y a 70 ans. Et donc là, on commence à avoir une idée de pourquoi est-ce qu'ici, on n'a pas de problème, alors qu'on aurait en théorie beaucoup plus de problèmes, parce qu'on a eu les problèmes avant tout le monde, tout simplement. On a eu, parce que, regardez, vous voyez 1 million d'habitants, mais maintenant, on a été multiplié, en 70 ans, on a été multiplié par 12 la population. Okay, si je prends la population maintenant, si je prends une base 1 en 1948, donc la base 1 en 1948 pour le Maroc et pour Israël, le Maroc, comme on voit, ça a été multiplié par 4, vous voyez ici la courbe rouge, et la courbe bleue, ça a été multiplié par 12. Donc ça veut dire que la densité démographique d'Israël aujourd'hui est 12 fois plus importante que celle, à peu près 12 fois plus importante que celle du Maroc. Et donc, tous ces habitants, ils ont besoin d'eau. Okay, donc, on a besoin d'eau en Israël, on a besoin d'eau au Maroc, on a besoin d'eau partout dans le monde, mais vous comprenez bien donc qu'en Israël, c'est encore bien plus problématique. Alors, si on prend le stress hydrique défini, qu'est-ce que c'est la limite de stress hydrique définie selon l'ONU, okay, ou selon d'autres organismes internationaux? On considère que quand il n'y a plus que 1000 m3 par an d'eau douce renouvelable par habitant, on est en stress hydrique. Okay, ça, c'est la définition classique. Et on voit qu'au Maroc, en ce moment, on est même un peu inférieur, sur les 3 dernières années, on est un peu inférieur à 500 m3 par habitant et par an, donc on est clairement en stress hydrique. Si je prends Israël, alors là, j'ai pris le Maroc pour une mauvaise année, okay, pour une série de 3 mauvaises années. Okay, sinon, on est un peu plus qu'à 500, on est autour de 800 en gros, mais une mauvaise année, une mauvaise série d'années, on va dire, puisqu'une très mauvaise année, on est même à moins que ça, mais une mauvaise série d'années, comme là, on est à peu près à 500. Si je prends Israël, une année moyenne, okay, donc une année moyenne, c'est plutôt bien. On ne parle pas des mauvaises années. Une année moyenne, on est à 130 m3 par habitant et par an. Donc, une année moyenne en Israël aujourd'hui est bien, bien pire. Okay, c'est un stress hydrique bien plus grave, selon la définition de l'ONU, qu'au Maroc. Et pourtant, hein, on est là tous les deux, on peut le dire. On manque de rien. On manque de rien, on manque pas d'eau, on peut utiliser l'eau. Alors, comment ça se fait? On sait ce qu'on va voir. Alors, en plus, à cette problématique-là de ne pas avoir beaucoup d'eau de fait de la nature, okay, on est en milieu désertique ou semi-désertique, avec une petite zone seulement qui est une zone avec un peu plus d'eau. En plus de ça, alors là j'ai pris Jérusalem, mais c'est en fait on pourrait prendre Casablanca, on pourrait prendre Marrakech, on pourrait prendre n'importe quelle ville finalement du monde. Okay, là j'ai pris, j'aime bien cette courbe parce qu'elle est sur 150 ans. C'est rare qu'on ait des données statistiques sur 150 ans, depuis 1850 sur 2000 ans, sur 2000 à 2000 pardon. Et donc sur 150 ans, on voit que la variabilité d'une année sur l'autre est très grande. Même si, regardez là les petits traits rouges, si je prends les années 1890 à comparer avec les années 1930, sur une période de 10 ans, sur une période moyennée sur 10 ans, on peut avoir un rapport du simple au double, okay, même sur une moyenne sur 10 ans. Donc évidemment, d'une année sur l'autre, on peut avoir un rapport de 1 à 8 à peu près, donc on peut avoir des très très grandes variabilités. Et ça, c'est vrai partout. Et c'est ce qui se passe actuellement au Maroc. On est dans une période, une série d'années de 2-3 ans à peu près, où on n'a pas beaucoup d'eau. Donc, au fait qu'on n'a pas beaucoup d'eau, on est mal réparti,
on est en plus, il y a une mauvaise répartition dans le temps. Alors, maintenant, je vais passer à Israël. Donc voilà, comment ça se fait que on a de l'eau à volonté, il n'y a pas de restriction. Alors, il y a un contexte. Un contexte d'abord, alors, premier des contextes, j'en ai parlé, on n'a eu pas beaucoup d'eau avant tout le monde. Okay, on a été dans un stress hydrique gravissime avant tout le monde. Alors, quand je dis on, c'est bien sûr nous les Israéliens, nos voisins palestiniens, nos voisins jordaniens, nos voisins saoudiens. Okay, donc, toute cette région, c'est la région du monde où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant. Au monde, okay, on est dans la région où il y en a le moins au monde. Donc on n'a pas d'eau, on n'avait pas d'eau avant tout le monde, et avant le reste du monde, et il fallait trouver des idées. Okay, et d'un autre côté, Israël, donc le pays à majorité juive, donc vous savez que dans la culture juive, ça a toujours été très important l'éducation. L'éducation a toujours été depuis des siècles, depuis 3000 ans, au cœur de la culture juive. Le savoir, la connaissance, aller à l'école, c'est toujours quelque chose de très important. On le voit en Israël, puisque Israël, c'est le pays de l'éducation, c'est aussi le pays de l'innovation. Alors, quelques chiffres. Si je prends le nombre de brevets technologiques déposés par habitant, alors je ramène tout par habitant, puisqu'on est un petit pays, comme vous avez vu, de presque 10 millions d'habitants, de 9 millions et demi d'habitants. Donc, évidemment, ça n'a pas de sens si on compare les États-Unis à Israël. Ça a un sens si on compare par habitant, évidemment. Donc, si on le ramène par habitant, on est le premier pays au monde en nombre de brevets technologiques. On est aussi le premier pays de l'OCDE. Vous savez que les pays de l'OCDE, c'est à peu près 50 pays les plus développés au monde, dont fait partie évidemment Israël. On est de ces pays les plus développés, on est celui qui a eu le plus fort taux de croissance sur les 10 dernières années. Okay, donc on a un taux de croissance très fort, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'était un pays qui était un pays pauvre il y a 70 ans, même encore il y a 50 ans, assez pauvre, et du fait justement de cette volonté d'innover, de cette volonté de trouver des solutions, fait que le pays se développe beaucoup plus vite que les autres pays. Okay, aujourd'hui, le PIB par habitant est supérieur à la France. Il est même cette année légèrement supérieur à celui de l'Allemagne. Voilà, donc on n'est pas encore le premier pays de l'OCDE en PIB, évidemment. Il y a plus que nous, nettement plus, comme la Suisse, comme même les États-Unis. Mais on est dans le top 10-15, je crois. Et en tout cas, on est celui qui a la plus forte croissance. On est le troisième pays au monde en nombre d'étudiants par habitant. Donc là encore, on voit où est l'importance des études. Le premier étant le Canada. On est le deuxième pays en nombre de sociétés par habitant coté au Nasdaq. Alors vous savez que le Nasdaq, c'est ce qui est la bourse des sociétés à nouvelles technologies de high-tech qui est basée à New York. Donc le premier pays au monde, c'est les États-Unis. Okay, ça se passe aux États-Unis. Le deuxième pays au monde par habitant, c'est Israël. Voilà. Ok, ça c'est quelques chiffres pour vous dire pourquoi, d'où on vient. Donc d'un côté, on n'a pas d'eau, c'est ce que j'ai expliqué au début, depuis plus longtemps que les autres. D'un autre côté, on est dans un pays qui est le pays d'innovation, le pays des personnes éduquées. Okay. Et donc, voilà, donc ce qui fait que dès 1870, l'Alliance israélite a décidé, donc les Juifs qui étaient ici en Israël ont décidé qui était à l'époque un mandat de l'Empire ottoman. Donc c'était une colonie ottomane, c'est ensuite devenu une colonie, donc un mandat britannique. Ici, les Britanniques ne parlent pas de protectorat, ils parlent de mandat, mais ça veut dire la même chose, hein, on peut dire un protectorat britannique si vous voulez, et ensuite est devenu indépendant en 1948. Et donc, les Juifs qui étaient ici ont créé la première école d'agriculture au monde. Okay, ils se sont dit, il faut avoir une école pour l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est central, c'est ce qu'on a développé. Elle a été créée, elle est à 3 km de là où on se trouve, ici on est à Tel Aviv. On a une demi-heure à pied, on a cette école qui existe toujours, hein, qui est une très belle école, mais elle a été... Qui est protégée par la Knesset, c'est-à-dire qu'il y a une loi spécifique pour protéger cette école. Voilà, qui a un statut particulier, de fait de son histoire et de fait de son importance jusqu'à aujourd'hui, mais elle a été supplantée aujourd'hui, on peut dire largement, par, même si elle est toujours, chacune a ses spécificités, évidemment chaque école, par l'université Ben Gurion. Donc, l'université Ben Gurion, du nom du premier ministre d'Israël, David Ben Gurion, et donc qui est une université en plein désert, qui est basée, qui a plusieurs sites, mais tous dans le désert, notamment dans la capitale du désert, qui est une grande ville de 300 000 habitants en plein désert, qui est Beersheba, avec d'autres sites dans des endroits, voilà, et qui est vraiment très spécialisée. C'est l'université qui est à la pointe mondiale, sans aucun doute, dans le domaine de la recherche, dans tout ce qui est milieu désertique.
Donc, développement en milieu désertique. Donc, développement de l'eau en milieu désertique, développement de l'agriculture en milieu désertique, etc. Donc là, on a une source de chercheurs, d'ingénieurs qui est énorme, qui vient de ces universités et donc qui crée des sociétés, qui crée des technologies nouvelles. Ok, donc voilà. Et maintenant, donc on a parlé, j'en reviens, le premier aspect, c'était on n'a pas eu d'eau avant tout le monde, on était en stress avant tout le monde. Deuxième aspect, on est la startup nation, c'est-à-dire on est le pays de l'innovation, des études, et voilà. Et, et le troisième point, ce qui est important, c'est qu'il y a eu une volonté politique forte. Okay, donc David Ben Gurion, et je dois reconnaître tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine de l'eau, ils ont toujours mis l'eau comme une priorité nationale. Et donc, ça a été une continuité. Et donc, voilà, il avait déjà dit, David Ben Gurion, dès le début du pays, dans les années 50, il a dit il faut d'une part qu'on parvienne à retenir les eaux de pluie par des barrages. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ici, on ne peut pas tellement. Il n'y a que des mini-barrages un peu ridicules parce qu'il n'y a pas de fleuve, il n'y a que des petites rivières. Et il faut également parvenir à dessaler l'eau de mer. Donc, à l'époque, il parlait de distiller. Le mot dessaler n'avait même pas été inventé, puisqu'on savait distiller l'eau de mer. On ne savait pas faire autrement. Donc, il a dit il faut pouvoir dessaler dans le mer à un prix, là j'ai réduit, mais il disait à un prix raisonnable. Puisqu'on savait déjà distiller, ça coûtait très cher. Et donc, il a tout de suite créé un centre de recherche, on va le voir tout à l'heure, sur le dessalement dès les années 1950. Dès le début, la fin des années 50. Maintenant, le contexte de l'eau en Israël, quelques chiffres. Donc, on est à 2 milliards de mètres cubes par an, qui sont pour les habitants, 9 millions et demi d'habitants, l'agriculture, 220 000 hectares qui sont irrigués, dans 14 000 fermes, et évidemment pour l'industrie, il y a un peu plus de 1000 usines qui sont implantées en Israël, dans un tout petit territoire, comme j'ai dit, de 22 000 kilomètres carrés, pardon. Et ce tout petit territoire de 22 000 kilomètres carrés, la majorité est un désert. Donc il reste à peu près 8-9 000 kilomètres carrés qui n'est pas un désert. Donc c'est vraiment tout petit, et là-dedans, on a, désert compris, évidemment, 10 millions d'habitants. Il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le désert, qui sont implantés dans le désert. D'ailleurs, David Ben Gurion, il avait donc défini que le désert était une priorité, et sa tombe, contrairement à tous les autres grands hommes d'État d'Israël, lui, sa tombe est en plein désert, dans un petit village, dans une zone très belle du désert. Donc il a tenu même à être enterré là-bas. Donc, là, c'est les usages. Donc, comme on a dit, on a 2 milliards de mètres cubes utilisés, à comparer à 23 milliards utilisés au Maroc. On a dit 4 fois plus d'habitants au Maroc. On est à 37 millions par rapport à 9 millions et demi. Donc, on a un rapport en nombre d'habitants de 1 à 4. Et pourtant, non, on utilise 2 milliards de mètres cubes par an d'eau. Et donc, si on multiplie par 4, ça ferait 8. Et on utilise en Maroc 23. Pourquoi? Parce qu'en Maroc, on utilise beaucoup, beaucoup plus pour l'agriculture. Regardez ici, ce qui est frappant pour un pays qui utilise l'agriculture. Alors, on exporte pas mal d'agriculture, un peu moins que le Maroc en proportion, mais quand même beaucoup. Donc ici, ce qui frappe, c'est de voir que l'agriculture, c'est à peine plus que la moitié de l'ensemble des usages. Alors que, au Maroc, c'est 4 fois plus que les autres usages. Alors, comment ça se fait? Donc voilà, on dit, mais comment ça se fait? Toute cette eau, même si ce n'est pas tant que ça, on la prend où? Alors, on la prend, regardez ici, si on prend la partie droite, donc la partie rectangulaire, c'est l'eau qui devient de l'eau potable. Donc déjà, on voit qu'à gauche, il y a des couleurs qui ne sont pas bleues. Le jaune et le violet, on va voir ce que c'est après, c'est de l'eau qui n'est pas potable qu'on utilise. Alors, je retourne à droite, donc l'eau potable. L'eau potable, déjà, on voit un peu plus de la moitié, c'est de l'eau de mer qui a été dessalée. Donc, c'est de l'eau elle-même qui n'est pas potable au départ, puisque c'est de l'eau de mer qui a été dessalée. Et donc, ce qui fait qu'on voit que les eaux renouvelables, les eaux douces renouvelables, c'est uniquement les 400, vous voyez, d'aquifères, qui est, vous voyez, à droite en bas, le lac de Tibériade qui est 100, etc. Donc, c'est à peu près 500, c'est-à-dire à peu près 25% de l'ensemble de l'eau utilisée. À peine 25% de l'eau est de l'eau d'eau douce, ressources renouvelables. Donc, on utilise très peu de la nature. Le reste, c'est quoi? Comme on a vu, c'est l'eau dessalée pour l'eau potable, et c'est donc le jaune et le violet. Le jaune et le violet, qu'est-ce que c'est? Le violet, c'est les eaux réutilisées. C'est les eaux qui sont réutilisées, donc on réutilise énormément d'eau. On va voir après comment. Et puis, l'aquifère saumâtre, c'est une... ok, je vais peut-être parler rapidement, mais oui, on n'a pas trop le temps.
Enfin, c'est une eau saumâtre, donc une eau qui est trop riche en minéraux, mais d'une très bonne qualité bactériologique et qui se trouve sous le désert. Donc, on l'utilise en l'état. Il y a eu de la recherche en agronomie et on a découvert qu'on peut utiliser cette eau-là directement grâce à beaucoup de recherches qui ont eu lieu, notamment à l'Université de Ben Gurion et dans des startups et dans maintenant des grosses sociétés, enfin des grosses à l'échelle d'Israël, donc des moyennes sociétés qui ont développé ça. Alors ici maintenant, je mets en parallèle les usages par rapport aux sources. Donc on voit que tout ce qui est eau non potable, c'est-à-dire le jaune et le violet, est utilisé pour l'agriculture. Donc si je prends, vous voyez, l'agriculture, c'est ce qui est en vert, ok. Donc l'agriculture qui est en vert, eh bien, elle a 3 sources d'eau. Une eau potable, vous voyez, c'est le bleu en haut, une eau saumâtre, qui est le jaune, et une eau réutilisée, qui est le violet. Donc en fait, les agriculteurs ont 3 tuyaux d'eau, avec 3 prix différents. Ok, ça c'est quelque chose qui est totalement impensable ailleurs. Ici, on a 3 tuyaux et l'agriculteur utilise ces tuyaux en fonction de plusieurs critères, okay, qui sont les semences, qui sont les prix évidemment des eaux. Et comme ça, on incite l'agriculteur à prendre les eaux que l'on veut qu'il prenne. Je vais passer peut-être rapidement ici. Ok. Je passe très rapidement. C'était juste pour dire qu'aujourd'hui, on a à peine un peu plus que 5% de perte d'eau dans les réseaux, ce qui est évidemment très très peu, à comparer entre les 30 et 40% au Maroc, mais c'est quand même bien parce que si je compare d'autres pays avec lesquels je travaille, c'est parfois 75%, même plus de pertes. Okay. Donc voilà, ces pertes-là sont des choses précieuses, donc on va aussi voir comment faire pour réduire ces pertes. Maintenant, voilà, alors je n'avance pas assez vite. Hein. Qui va piano bassan. Voilà, Jérémy me dit, on est en retard sur tout ce que... Voilà, donc je vais essayer peut-être... C'est dommage, j'ai beaucoup de choses intéressantes à dire, mais voilà, on est limité. Je continue. L'usage agricole de l'eau, donc... alors, je vais parler de quelques technologies qu'on utilise dans le domaine de l'eau pour l'agriculture. Parce qu'une chose qui est quand même très, très marquante là-dedans, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est que finalement, on utilise très peu d'eau, très, très peu d'eau pour l'agriculture. Okay, donc, comment ça se fait? Parce que ça, c'est une chose que le Maroc veut faire. Ça a été défini dans le plan national de l'eau, ça a été défini par les priorités de Sa Majesté le Roi. Il veut réduire, trouver des solutions pour utiliser moins d'eau et pour pouvoir faire la même agriculture et même mieux et même plus. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On utilise beaucoup, beaucoup moins d'eau en Israël qu'on utilisait il y a 50 ans, mais beaucoup, beaucoup moins. Et on produit beaucoup plus. On produit beaucoup plus de fruits et légumes. Donc, voilà. Donc, comment on fait? Alors, il y a une chose qui a été inventée, qui est maintenant connue dans le monde entier, qui est appliquée dans le monde entier, qui est le goutte à goutte, qui a été inventé il y a 60 ans à peu près en Israël, dans un kibbutz, et qui est maintenant, donc, bon, je vais en parler très rapidement. Je ne sais pas comment faire pour parler, sur quel sujet je dois me presser. Alors, ok, peut-être que je vais essayer de me presser beaucoup et dans ce cas-là, retenez tout là où vous voulez poser des questions, d'accord? Comme ça, on va peut-être revenir sur certaines choses en fonction des questions. Je vous suggère peut-être de faire comme ça parce que là, je suis un peu en retard. Donc voilà, donc le goutte à goutte, c'est un point important. Le goutte à goutte qui permet de donner très peu d'eau et de manière très efficace, ça a été une grosse révolution. Ça peut paraître simple, c'est juste un tuyau avec quelques gouttes qui tombent, mais en fait, au niveau technologique, c'est beaucoup plus complexe qu'on s'en a l'air, mais ça permet de faire des énormes économies. Ça retourne sur un investissement qui est assez rapide parce que justement, on fait beaucoup d'économies dans l'eau. Et quand on est un pays comme le Maroc ou Israël où on veut faire des économies dans l'eau, évidemment, le pays va inciter à ça. Donc là-dessus, c'est une chose dont les Israéliens ont un grand, grand savoir-faire. Ça a été inventé en Israël, mais surtout, comme je dis, on est dans le pays de l'innovation, donc il y a énormément d'innovations depuis 60 ans qui sont arrivées, et énormément qui sont arrivées depuis ces 5 dernières années, qui sont arrivées depuis ces 10 dernières années. Donc on innove en permanence, et donc le goutte à goutte d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le goutte à goutte qui se faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je passe cette truc parce qu'il y a plein de choses à expliquer, mais j'ai pas le temps. Ça, c'est un peu l'irrigation en goutte à goutte. Maintenant, il se fait assister par ordinateur pour encore plus optimiser avec des capteurs qui sont capteurs 3 dimensions, okay, qui sont placés dans la terre en 3 dimensions, qui permettent vraiment d'avoir la quantité d'eau optimalisée totalement en fonction de la semence, en fonction de toute une série de critères. Et donc, comme ça, on fait des très grosses économies d'eau. Tout ça, c'est centralisé, c'est renvoyé par logger, etc. On peut gérer ça à distance, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on voit partout en Israël aujourd'hui. Et dans pas mal de pays du monde maintenant, puisqu'Israël a installé ça dans beaucoup, beaucoup de pays du monde.
Voilà, on a de l'agriculture de précision, donc je disais un peu quelques mots, avec une imagerie qui peut être une imagerie aussi par satellite, qui est par plusieurs techniques différentes. Okay, donc on recoupe ces différentes techniques pour avoir vraiment une mesure très précise et des économies très conséquentes d'eau. En même temps, ça nous permet d'avoir des économies d'engrais puisqu'on profite pour intégrer les engrais par voie liquide avec l'eau d'irrigation et d'avoir comme ça les engrais qui arrivent immédiatement au niveau des plantes. Et donc aussi, on fait des grosses économies d'engrais. Donc en plus, ça fait des économies très substantielles pour l'agriculteur. Et donc tout ça, on a des sociétés technologiques en Israël très spécialisées là-dedans et qui peuvent permettre à l'agriculteur de réduire très significativement ses coûts, que ce soit au niveau de l'eau évidemment et au niveau des engrais aussi. Donc c'est à la fois plus écologique et plus économique. Maintenant, un autre aspect, les eaux épurées. Comme j'ai dit, on a 3 tuyaux. Okay, donc un des tuyaux, c'est les tuyaux d'eau épurée. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'eau épurée qui sont utilisées pour l'agriculture. Alors quand je dis beaucoup, okay, c'est cet aspect qu'on voit en violet, vous voyez, ça c'est la quantité d'eau réutilisée pour la plupart des pays. Alors ça c'est, enfin, pour les pays qui en utilisent le plus, ça c'est pas actuel, c'est il y a à peu près 8 ans. Alors vous voyez que le premier de très très loin, c'est Israël. Israël est le premier pays à avoir réutilisé les eaux usées, évidemment après un traitement très poussé. Hein. Évidemment, c'est une eau de très haute qualité. Et justement, comme on a commencé ça il y a 50 ans, on a une connaissance et donc on a un suivi de la qualité qui est extrêmement pointu. Et donc, on a des eaux voilà, de très, très bonne qualité. Et donc, vous voyez, le deuxième, c'était l'Espagne, avec 17%. Maintenant, ils ont un peu plus. Le Maroc, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, c'est 4%. Donc, le Maroc s'est mis aussi à réutilisation. Donc, c'est une très bonne chose. Et donc, s'ils veulent maintenant, si vous voulez faire de la réutilisation au-delà de la réutilisation pour les golfs, etc., et les parcs, mais aussi pour l'agriculture qui est consommée, on a la connaissance, le recul pour que ce soit sécure pour la consommation. Voilà, donc ça c'est un peu les chiffres. Donc ça c'est des chiffres, vous voyez, c'est les données, le vert c'est l'eau potable. Donc on voit les 3 tuyaux, ok. Donc les 3 tuyaux, on a commencé en 1992 à peu près à avoir 3 tuyaux pour les agriculteurs, non plus que de l'eau potable, mais aussi de l'eau retraitée et de l'eau saumâtre. Et donc cette quantité d'eau retraitée, vous voyez en jaune, augmente. Ce tableau-là date de 2010, donc il y a les prévisions jusqu'à 2050, mais aujourd'hui en 2020, on est exactement dans les proportions qui ont été fixées en 2010. Okay, donc on a suivi exactement cette proportion. Donc aujourd'hui, on suit bien ça. Donc on a aujourd'hui la majorité de l'eau pour l'ensemble de l'agriculture, c'est de l'eau retraitée. Okay, et l'eau potable, vous voyez, c'est de moins en moins. Et l'eau saumâtre, c'est une quantité à peu près stable qui a tendance légèrement à diminuer, mais c'est une eau assez stable, okay, qu'on continue d'utiliser pour certains types d'agriculture. Je vais passer à un autre aspect, le dessalement d'eau de mer. Ok, alors le dessalement d'eau de mer, donc comme on voit, c'est la partie qui est ici laissée en bleu, donc à droite, qui avec cette eau-là, on fait de l'eau potable. Donc, je vais parler rapidement de 2 grandes familles de technologies. Okay, la technologie par osmose inverse, vous savez, c'est celles qui sont installées aujourd'hui au Maroc et aussi en Israël, mais je voudrais aussi parler de technologie thermique. Parfois, certaines personnes me disent « Ah, c'est des anciennes techniques ». Eh bien, pas seulement, c'est des techniques qui sont adaptées pour des cas particuliers. Okay, donc, les deux, en fait, sont utilisés. Les deux, on va voir. Je vais commencer par le thermique. On va faire un rappel historique. Les technologies thermiques ont été surtout développées par un ingénieur-chercheur qui était un génie, donc un Israélien, qui a donc créé, qui a été le directeur, en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, David Ben Gurion, a dit il faut créer un centre de recherche sur le dessalement d'eau de mer. C'est lui qui l'a mis. Donc David Ben Gurion a mis le docteur Zarchin, Alexander Zarchin, c'est lui qui l'a mis à la tête de ce centre de recherche. Ce centre de recherche, ensuite, est devenu une société gouvernementale. Okay, le centre de recherche était gouvernemental, c'est devenu une société qui a vendu d'ailleurs beaucoup de technologies dans le monde entier, notamment dès 1967 déjà, on vendait des usines de dessalement, en l'occurrence très proche du Maroc, puisque c'était dans les îles Canaries d'Espagne, dès 1967, donc il y a plus de 50 ans. Et depuis, on vend des usines de dessalement dans le monde entier. Les meilleures usines de dessalement du monde entier sont toutes israéliennes. Alors, que soit par ces procédés thermiques ou par les procédés par osmose inverse. Le procédé thermique, dit rapidement, tel qu'il est fait aujourd'hui, ça c'est le principe de base, c'est quand on a une casserole et qu'on réchauffe
de l'eau de mer, eh bien, la vapeur, elle est sans sel. Le sel reste en fait dans la casserole. Okay, donc, il suffit après simplement de récupérer la vapeur d'eau, de la condenser, et on a de l'eau distillée, qu'on appelle de l'eau distillée, donc qui est de l'eau dessalée par la voie thermique. C'est simple comme principe, l'idée, mais en fait, c'est extrêmement complexe parce que si on faisait juste comme ça utiliserait énormément d'énergie, énormément d'électricité. Donc, on a des technologies qui nous permettent de récupérer la chaleur avec des échangeurs de manière très complexe. Et donc, ça nous donne, je donne un exemple, ça c'est la plus grosse usine de dessalement de Chine, qui est dans le port de Tianjin, le grand port de la capitale, près de la capitale, Beijing. Donc, c'est la plus grande usine de dessalement de Chine. Elle a été conçue, réalisée par IDE Technologies, qui est la principale des sociétés israéliennes dans le domaine du dessalement, mais on va voir qu'il y en a plein d'autres sociétés israéliennes dans le dessalement. Mais elle, c'est la grosse, okay, celle qui répond actuellement au projet de Casablanca Stat, c'est IDE, qui est vraiment le leader mondial dans ce domaine des très grosses stations de dessalement. Et autant dans l'osmose inverse que dans le thermique. Donc là, vous voyez, quand on a installé une usine thermique, alors je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi dans certains cas le thermique est mieux, mais en gros, je vais donner peut-être deux petits indices. Un, ça donne du dessalement beaucoup plus fiable. Donc si on a besoin, par exemple, pour une centrale électrique, ou pire, pour une centrale électrique nucléaire, il faut avoir de l'eau de refroidissement permanent, ce qui est de bonne qualité, donc voilà. Ou si on a, si on a aussi de la vapeur qui est, ok. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans certains cas particuliers, c'est très bien adapté, le thermique. Maintenant, je passe à l'osmose inverse. L'osmose inverse, donc d'où vient l'osmose inverse? Alors, Sidney Loeb, c'était le grand ingénieur-chercheur qui a mis au point la méthode d'osmose inverse. Il faut savoir que la première membrane a été mise en place, il y avait de la concurrence au sein entre Israéliens et Israéliens. La première membrane, elle a été mise en place par IDE Technologies, qui était à l'époque le centre de recherche. Mais bon, ça marchait en laboratoire, mais bon, ça donnait des résultats moyens. D'un autre côté, il y avait un autre chercheur qui, lui, était à l'université Ben Gurion et qui était aussi à l'université de Californie. Il était entre les États-Unis et Israël. Donc, c'était un Israélien qui était aussi américain. Il a développé dans ces deux universités où il était chercheur, à la fois l'université Ben Gurion donc en Israël et l'université en Californie, le dessalement par osmose inverse. Il a mis au point, déjà en 1900, donc il a mis deux toutes petites usines, une en Californie et une dans le désert du Negev en Israël, pour voir comment ça marchait. C'était des toutes petites, évidemment, usines, mais ça a marché, et depuis, ça s'est développé. Donc voilà, Sidney Loeb, lui également israélien, qui est un autre génie qui a mis au point, à qui on doit aujourd'hui le développement de l'osmose inverse, qui est de loin aujourd'hui le dessalement le plus utilisé dans le monde. Ça, je voulais vous expliquer un peu le système physique de l'osmose inverse. Je n'ai pas le temps, mais si vous voulez dans les questions, je vous expliquerai un peu. Ça, c'est en 2 minutes. Si vous voulez une petite explication, un petit cours de physique, si on veut, simple, pour comprendre ce que c'est l'osmose inverse, pourquoi ça s'appelle l'osmose inverse. Donc, quand je parle d'un procédé de dessalement par osmose inverse ou par membranaire, ça veut dire la même chose. Okay, c'est le même type de procédé, puisque la membrane, c'est une membrane d'osmose inverse. Maintenant, si on parle de coût, on entend souvent encore à tort que le dessalement, c'est cher. Alors, vous voyez déjà qu'en Israël, où on réutilise les eaux, où on dessale massivement, l'eau revient en mètres cubes, donc un mètre cube, c'est 1000 litres, à environ 2,50 €, c'est-à-dire la moitié de l'eau en France. Ça, c'est l'ensemble de l'eau facturée, c'est-à-dire qui inclut absolument tout, y compris l'assainissement. Okay, on est à peu près à la moitié du prix en France. L'eau en bouteille, à titre de comparaison, comme on parle de 1000 litres, okay, un prix moyen tel qu'il est vendu en France, en Israël, c'est à peu près 500 €. Donc évidemment, ça n'est pas comparable. Maintenant, le coût de l'eau en Israël, je voulais faire une différence entre l'eau du lac de Tibériade, c'est-à-dire notre seul endroit où il y a de l'eau de surface, quasiment, okay, puisque nous, on a un lac, et en gros, c'est notre seule eau de surface, on n'a pas de grand barrage, comme j'ai dit. Et donc, l'eau, finalement, du lac revient plus cher que l'eau dessalée. Alors, pourquoi ça revient un peu plus cher? Okay, vous voyez, ce n'est pas une grande différence, 80 centimes d'euros contre 60. Mais la raison, c'est que l'eau dessalée, la majorité de la population, donc Tel Aviv, Haïfa, etc., les grandes villes, la plupart des grandes villes, même Jérusalem n'est pas très loin de la mer, mais surtout, les grands pôles sont proches de la mer. Donc, en fait, les usines de dessalement sont conçues à côté des habitants. C'est comme au Maroc, finalement. Au Maroc aussi, Casablanca, c'est de loin la plus grande ville, et puis on a d'autres grandes villes qui sont au bord de la mer, Rabat, Tanger, Sfi, etc. Là, on voit aussi que la plupart des habitants sont au bord de la mer. Donc, si on fait du dessalement, on n'a plus besoin de beaucoup de transport. Okay.
Donc, c'est pour ça que l'eau du lac du Tibériade, dans notre cas, revient en moyenne plus cher à cause du transport et du pompage, puisqu'il faut le pomper et le remonter jusqu'à une altitude plus élevée. Là, on voit l'évolution du coût de l'eau dessalée en Israël. Donc, la première usine géante, alors quand je parle d'usine géante, chacune est à peu près l'ordre de grandeur, à peu près. C'est pas la même chose, mais pas loin, que l'usine de Casablanca Stade. Okay, la dernière, Sorek 1 et 2, est encore plus grande que Casablanca Stade, et les autres sont un peu plus petites que Casablanca Stade, mais pas loin. Okay, donc c'est tout à peu près le même ordre de grandeur. Okay, vous voyez. Donc, celle qui était mise en route en 2005, donc il y a maintenant 17 ans, avait un coût d'eau dessalée à 87 centimes d'euros. Ensuite, vous voyez, à Khadera en 2009, à 75 centimes d'euros. Et la toute dernière, Sorek 2, donc qui est la deuxième partie de l'usine Sorek, a un coût encore bien plus bas. Ça veut dire que comment ça se fait qu'on a un coût beaucoup plus bas? C'est qu'on a à chaque usine, on a une révolution technologique. On a une réelle révolution technologique. Moi, je peux vous le dire, quand on a mis au point Ashkelon, on a mis au point, enfin bon, j'ai pas le temps encore de vous parler, mais c'est passionnant. Chacune est une révolution totale technologique. Okay, vraiment. C'est-à-dire que là, on voit ici, je l'ai pris de la plaquette de IDE. IDE, je vous ai dit, c'est la plus grosse usine de dessalement société de dessalement israélienne et le leader mondial dans ce domaine du dessalement. Et donc, on voit les usines côté installées par Israël, que ce soit l'Arnaka qui n'est pas en Israël, mais c'est installé par l'Israélien, ou Ashkelon, Khadera et Sorek qui ont été installés en Israël, c'est à chaque fois une révolution au niveau du prix. Vous voyez qu'à chaque fois, le prix est plus bas. Alors, encore une fois, quand vous voyez par exemple Ashkelon 2001 et Khadera 2006, là c'est quand ça a été accordé, vous voyez que c'est à peu près le même prix, mais il faut savoir qu'en attendant, il y a une dévaluation, évidemment. Le dollar de 2001 n'est pas le dollar de 2006. Donc en réalité, il y a eu une forte baisse du prix. Okay, donc c'est ça qu'il faut voir. Et donc à chaque fois, il y a une révolution, une vraie révolution. À chacune, par exemple celle de Sorek, on a des membranes verticales 16 pouces. C'est un truc, personne d'autre ne sait faire ça. Et pourtant, Sorek a été mis en place. Elle a été attribuée en 2009. Elle marche depuis 2014 à peu près. Et encore aujourd'hui, personne n'arrive à faire ça. Okay, donc c'est vraiment révolutionnaire à chaque fois. Donc c'est ça en fait la culture technologique israélienne, c'est d'innover en permanence. Chaque société a un budget de recherche et développement qui est énorme, okay, qui n'est sans proportion gardée d'autres pays, de sociétés des autres pays. Et voilà. Maintenant, un autre aspect, la réduction de la consommation. Donc ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure par rapport à l'agriculture, c'est un point très très important, mais aussi dans les autres domaines. L'industrie, si on regarde tout à l'heure le truc, on va voir que l'industrie consomme très très peu d'eau, alors qu'on a plus de 1000 usines en Israël. Okay, c'est un pays quand même technologiquement très développé, donc il y a aussi des usines. Et pourquoi? Parce qu'on réutilise en maximum en interne les eaux. Donc il y a une réutilisation des eaux industrielles en interne qui est très très grande par des procédés qui sont des procédés très innovants qui ont été développés évidemment tous ou quasiment tous en Israël. Et au niveau de la réduction de la consommation humaine, là aussi on peut faire des économies. D'abord en sensibilisant, mais aussi aujourd'hui on ne sensibilise plus, mais on l'a fait il y a 10 ans encore, quand on avait une sécheresse. Et donc ça, évidemment, il faut que les citoyens soient raisonnables. C'est beaucoup des campagnes de sensibilisation, c'est des prix par tranche, comme c'est fait au Maroc déjà depuis pas mal de temps. Voilà. Maintenant, donc vous avez compris en gros de ce que j'ai dit. Les solutions existent, elles sont en Israël, les solutions dont le Maroc aujourd'hui a besoin de manière urgente. Alors vous allez me dire maintenant, comment faire? Comment faire? Ça a été un besoin. Les gens nous ont consultés. Donc, on est une équipe. Moi, on m'a consulté parce que moi, je suis connu ici en Israël comme expert dans ce domaine. C'est Jérémy donc, qui m'a consulté. Lui-même travaille déjà avec le Maroc dans d'autres secteurs depuis un certain temps. Et il a eu plusieurs demandes de ses partenaires marocains en disant, dans le domaine de l'eau, on a besoin, on est en situation de sécheresse, il y a des gros financements qui sont débloqués, mais on a besoin de solutions technologiques adaptées. La problématique d'Israël, qui est très particulière par rapport aux autres pays technologiquement avancés, c'est qu'il n'y a pas une grosse société ou quelques grosses sociétés. C'est le pays des startups et des post-startups. C'est-à-dire une post-startup, c'est une société qui peut avoir 10, 20, 30, 40 ans, mais qui reste une société à forte valeur technologique qui est petite ou moyenne. Alors, quand je dis petite moyenne, par exemple, IDE, je disais, c'est effectivement le leader technologique mondial. Et pourtant, il y a moins de 1000 employés. La grosse
société, il y a moins de 1000 employés. Vous vous rendez compte? C'est une société qui est très, très technologique, mais qui est pour Israël grosse et qui est en fait petite. Il y a à peu près, je ne sais pas, 600, 700 employés, 500, je ne sais pas le chiffre précis aujourd'hui. Je suis un ancien d'IDEO Technologies, hein, donc j'ai travaillé. À l'époque, on était 500, maintenant on est un peu plus, il y a un peu plus de monde, mais voilà, donc vous voyez, c'est des petites sociétés. Et évidemment, il y a plein de sociétés de 20, 30 personnes qui sont toutes, et c'est ça qui est très particulier, donc plus de 200 sociétés, chacune a plusieurs technologies, et chacune de ces technologies, de manière individuelle, est à la pointe au niveau mondial dans son domaine particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est difficile de trouver la bonne technologie. Si je prends le dessalement, alors on va dire, bon, bah, le dessalement, ok, on a compris, la Roni, ça fait une demi-heure que tu nous bassines avec IDE, ben, il suffit d'aller voir IDE. Alors IDE est très, très spécialisée pour les très grosses usines. Elle est la meilleure, et c'est pour ça que pour Casablanca, elle correspond parfaitement, et j'espère qu'elle va remporter cet appel d'offres parce qu'elle correspond très, très bien. Mais après, si on a un dessalement plus spécifique, soit on veut un dessalement mobile, soit on veut un dessalement d'une eau particulière, soit on veut, il y a plein de choses. Et donc, on a, rien que dans le domaine des dessalement, rien qu'en Israël, 20 sociétés qui a chacune sa technologie ou ses technologies qui sont brevetées, qui sont différentes et qui sont très spécifiques. Donc, il faut savoir trouver la bonne. Et donc, c'est là où moi qui travaille ici depuis de nombreuses années, moi qui suis expert dans ce domaine, qui intervient beaucoup déjà dans d'autres pays, okay, je suis intervenu beaucoup dans un peu partout, en Chine, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Chili, etc. Et je fais déjà, donc, pour des sociétés qui me demandent ce genre de travail. Et aujourd'hui, donc, comme il y a un besoin, une demande très forte qui vient du Maroc, et évidemment, une demande aussi très forte des Israéliens, parce que vous savez, les Israéliens sont très, très marocophiles. Je ne sais pas si c'est un mot dans le dictionnaire, mais en tout cas, vous comprenez ce que c'est. Les Israéliens adorent le Maroc, le fait qu'il y a beaucoup d'Israéliens d'origine marocaine, on a la culture du Maroc, il y a beaucoup de nourriture du Maroc, donc dès qu'on entend le Maroc, ça fait rêver tous les Israéliens. Les Israéliens sont contents, ont envie de travailler avec le Maroc. Seulement les Israéliens aussi, ils disent, bon, le Maroc c'est loin, c'est francophone, nous en partie, la majorité des Israéliens évidemment ne sont pas francophones, donc nous, c'est dit nous, l'équipe francophone, avec des Marocains et avec nous Israéliens, mais francophones, on peut, et moi surtout qui connais bien toutes ces sociétés, je peux orienter. Et donc, voilà l'idée. L'Hydromaris qu'on vient de créer est une demande qui vient du terrain, qui vient de vous, les Marocains, pour répondre à cette demande qui est très forte. Et donc, on peut donner la bonne technologie qui correspond au bon endroit, puisque comme je suis indépendant déjà depuis pas mal d'années, ça me permet de choisir la meilleure. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche. Okay, moi, j'aime beaucoup aussi personnellement le Maroc. Comme je vous ai dit, j'y ai habité quand j'étais en début de carrière. J'aime beaucoup ma terre, évidemment, Israël. Et donc, j'ai envie, c'est du win-win, c'est bien pour Israël, évidemment, qui exporte ses technologies, c'est évidemment très bien pour le Maroc qui en a tellement besoin pour résoudre le problème du stress hydrique, c'est du win-win. Donc, moi, j'ai vraiment très envie, et on a tous envie, toute l'équipe, hein, de pouvoir répondre comme ça. On a la chance d'être les personnes avec les bonnes compétences au bon moment. Donc, voilà. Donc, alors maintenant, j'ai parlé des domaines de compétences. En fait, les domaines de compétences de l'eau, c'est les domaines de compétences des sociétés technologiques israéliennes dans le domaine de l'eau. Alors, dans le traitement des effluents industriels, alors là, il y a énormément de technologies, okay, que ce soit traitement des métaux lourds. Il y a des technologies totalement innovantes qui existent en Israël. Traitement, on parlait des phosphates pour l'OCP. On a des traitements aussi très spécifiques. On a énormément de traitements très, très particuliers. Vous savez, le traitement des influents industriels, c'est très vaste. C'est très vaste parce qu'il y a énormément de types de pollution industrielle. Et donc, on a vraiment une panoplie ici. Je pense que c'est le domaine le plus large où il y a énormément de technologies. Donc, voilà. Et donc, ça permet vraiment pour les sociétés qui veulent faire des économies d'avoir un retour sur investissement qui est, justement, on va choisir la technologie ou les technologies qui permettent à la société en question de faire un retour sur investissement le plus rapide possible et donc des économies. C'est ça notre objectif. Okay, notre objectif, c'est d'être utile. Okay, d'être utile, donc voilà. Le dessalement, je crois que j'en ai parlé pas mal, mais je peux vous en parler encore des heures, évidemment. Ce sera avec plaisir. Un autre domaine, évidemment, c'est le traitement de l'eau potable, donc par différents procédés, évidemment. Filtration, tous les procédés physico-chimiques, la désinfection, il y a pas mal de procédés innovants dans ce domaine-là. La déminéralisation aussi, quand il y a par exemple des nappes trop riches
en soufre ou en fer, etc. Donc tout ça, c'est des traitements spécifiques. Tout ce qui est mesure et analyse, là, il y a énormément de choses qui se font. Alors, comme je disais, on est un de nos domaines où on est à la pointe au niveau mondial, c'est le water tech pour toutes les raisons que j'ai expliquées pendant toute cette conférence. Mais il y en a d'autres, c'est tout ce qu'on appelle notamment le high tech. Il y en a encore d'autres, le biotech. Il y a quelques domaines comme ça où on est vraiment à la pointe mondiale, où on est très reconnu. Et donc le high tech, c'est invité dans le domaine du water tech. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tout ce qui est analyse des données, intelligence artificielle au service de l'eau. Okay, donc là, il y a énormément aussi de sociétés, de technologies très innovantes, voilà, d'intelligence artificielle qui existent et qui marchent vraiment très très bien, où là aussi il y a un export énorme qui se fait des technologies israéliennes dans le monde. Le domaine de l'adduction en eau potable, donc quand je dis adduction, je pense surtout tout ce qui est réduction de fuite. Donc il y a au niveau des détections, il y a des détections par image satellite par exemple qui sont recoupées avec d'autres systèmes. Il y a plusieurs systèmes très innovants qui se font. Alors par image satellite, ça permet de voir vraiment effectivement où est-ce qu'on a des fuites. On recoupe avec des systèmes, que ce soit par débimétrie très spécifiques et d'autres, et tout ça va par le cloud et analysé dans son ensemble, et on peut avoir comme ça des connaissances très précises. Et ensuite, pour réparer ces fuites, on a aussi des technologies très particulières. Je pense notamment à une technologie que je connais bien, mais enfin il y en a plusieurs, mais une vraiment qui existe nulle part ailleurs pour l'instant dans le monde. Voilà. Et évidemment, oui, voilà. Tout ce qui est eau potable, donc l'adduction en milieu urbain, donc notamment aussi, ça veut dire beaucoup de données, et donc beaucoup de données, beaucoup de data, et donc beaucoup d'interprétation de data. L'autre domaine, évidemment, là où il y a beaucoup de choses, l'épuration des eaux usées. Là aussi, c'est encore un des domaines où je suis particulièrement expert. Il y a énormément de traitements qui existent, que ce soit physico-chimiques, biologiques, évidemment, avec des bioréacteurs. Le MBBR, par exemple, a été co-inventé en Israël. Et puis plein d'autres technologies qui existent, qui sont vraiment très, très innovantes. Là encore, il y a un grand choix. Tout ce qui est évidemment ce qui permet l'épuration de faire de la réutilisation, okay, avec un traitement tertiaire particulier. Voilà, donc là encore, c'est un gros domaine où il y a beaucoup de choses qui se font, des réhabilitations aussi de stations d'épuration. Quand on a une vieille station d'épuration, on sait les réhabiliter sans recréer une nouvelle station par des technologies spécifiques. Un autre domaine, c'est tout ce qui est au niveau de l'immeuble, de la maison. Donc là, c'est des compteurs intelligents, c'est de la reminéralisation, c'est d'élimination de polluants, mais au niveau de la maison, c'est des éliminations de polluants très spécifiques. On a encore un autre domaine, tout ce qui est gestion de la ressource. Alors là, je parle surtout de la ressource en nappe phréatique, mais pas seulement. Donc là, on a énormément d'outils, de techniques, de technologies pour la surveillance des nappes, avec des capteurs pareils en 3D qui nous permettent de gérer les nappes, de les recharger aussi, de s'assurer que les nappes ne sont pas trop vidées. Et ça, c'est un des problèmes majeurs qu'a le Maroc aujourd'hui, c'est que les nappes se vident. Okay, autant les barrages sont plutôt bien gérés au Maroc, autant les nappes, il y a un surpompage qui est très inquiétant. Et donc là, on a beaucoup d'outils qu'on peut fournir pour tout ce qui est hydrogéologie, tout ce qui est mapping voilà, etc. Donc pareil, avec beaucoup d'intelligence artificielle aussi, et donc de voir comment recharger. Et voilà. Encore un autre domaine, c'est le domaine de l'irrigation. Comme j'ai dit, le Maroc, sa consommation principale, c'est pour l'agriculture. Donc là, c'est un grand domaine d'amélioration. Et là, clairement, en Israël, on a toutes les technologies qu'il faut là-dedans. On est très, très fort là-dedans. Encore une fois, l'agriculture est au cœur de l'histoire d'Israël. Et on a énormément de technologies, que ce soit pour l'irrigation, évidemment, que ce soit pour les semences. Une demi-seconde. Okay. De ce que je comprends, il y a beaucoup de questions. Nous allons y répondre au terme de la présentation. Ok, voilà, on y arrive dans 2 minutes. Voilà, l'agriculture, j'en ai parlé. Donc, tout ce qui est traitement des eaux pour les bovins, les ovins, les volailles, etc. aussi. Donc là, on a des technologies innovantes. Tout ce qui est aquaculture, pisciculture. Donc, c'est les poissons, okay, les poissons en culture. Et voilà, on a tout ce qui est traitement des eaux en circuit fermé ou semi-fermé. Et aussi pour les eaux de piscine, les eaux de baignade, c'est un secteur moins
critiques, mais on a aussi des technologies très innovantes dans ce domaine. Et voilà, je pense que j'ai fini maintenant, à peu près. Hein. L'offre d'Hydromaris, donc c'est dans les domaines que je viens d'exposer précédemment. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est on analyse quand il y a un besoin, on analyse donc ce besoin, ok. Donc vous dites voilà, on a un projet ou on a un appel d'offres, etc. On a quelque chose, on a un problème. Quelles technologies seront le mieux adaptées? Et donc là, nous, on vous dit voilà, en fonction, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut donner la technologie qui est adaptée au site. Okay, comme je vous dis, moi, je travaille dans pas mal de pays, et donc la chose essentielle, c'est d'aller sur place, de comprendre la problématique. J'ai eu la chance d'aller au Maroc, même si c'était le Maroc d'il y a 25 ans, il a évolué, je sais, mais on a aussi des partenaires marocains, et donc ça, c'est très important de donner la solution qui correspond au terrain, en fonction de la culture, en fonction de la problématique, en fonction de tout ce qui se passe sur place. Et on a une si grande panoplie de technologies qu'on trouvera la bonne technologie. Et si, dans un cas particulier, on ne l'a pas, ou alors si c'est pas, par exemple, si vous dites, voilà, on veut des tuyaux en PEHD, voilà, ben on va vous dire, ok, nous aussi on en fait, mais on n'est pas compétitif, hein, c'est pas là-dessus, on est société de technologie, donc si on n'est pas les meilleurs là-dessus, je vous le dirai, écoutez, là c'est pas nous, mais voilà, ok, donc moi je dis que seulement quand il y a un intérêt évidemment, donc c'est surtout dans tout ce qui est technologique, pas seulement, mais surtout hein, quand il y a une haute valeur technologique, donc des technologies innovantes. Voilà, on fait du sourcing, c'est-à-dire on trouve le meilleur partenaire qu'il faut pour la problématique qu'il faut, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que vous me dites par exemple pour cet appel d'offres, on a besoin voilà, d'un dessaleur d'eau de mer, ok. Donc on va vous dire pour ce truc-là, c'est telle société qui correspond parce qu'ils ont telle technologie qui correspond pile poil. Mais c'est aussi dans l'autre sens. Les Marocains, les Israéliens, eux, ils disent voilà, nous, on a cette technologie, on le fait déjà dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, on ne le fait pas au Maroc, c'est dommage. Et donc, on aimerait bien, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc, vous pouvez dire voilà, nous, on est sous-traitants, on est ceci, cela. Et donc, ou dans le cadre d'un gros appel d'offres qui nécessitera effectivement de la sous-traitance et des choses comme ça, on peut tout à fait après, bien entendu, une due diligence, donc après vérification, présenter une société marocaine et à une société israélienne pour qu'elle potentiellement collabore dans le cadre d'un appel d'offres au Maroc. Voilà, ça c'est effectivement une chose qu'on peut faire. Alors, je vais insister sur ce que vient de dire Jérémy, c'est que c'est important pour nous. Alors, quand on propose une technologie israélienne, je connais très bien le secteur, donc c'est forcément une société et qui a la bonne technologie et qui est en bonne santé financière. C'est-à-dire qu'on va, si on les représente, moi je suis très connu ici en Israël, hein, je suis un des experts connus en Israël dans mon secteur, donc c'est très important pour moi évidemment de garder ma réputation. Hein. Si les gens me font confiance, c'est parce que je suis digne de confiance, tout simplement. Donc, voilà, à l'inverse aussi, c'est-à-dire que si vous dites, voilà, nous, on est une société sérieuse, ça nous est arrivé là récemment avec une société qui nous a dit, voilà, on est une société sérieuse, on voudrait être sous-traitant dans tel domaine, ok, et ben on a dit, d'accord, on va faire notre petite enquête, on l'a faite, et effectivement, il se trouve que tant mieux, c'est une très bonne société, très sérieuse, et donc on sera ravis de présenter, de proposer cette société quand on voit des projets pertinents. Mais ce n'est pas garanti, c'est sous réserve de notre validation, évidemment. Alors voilà, on arrive au terme de la présentation. Voilà, vous pouvez nous contacter sur contact@hydromaris.com. Je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn. J'ai pendant la présentation reçu pas mal d'invitations de gens qui font partie de l'audience sur LinkedIn. D'invitation LinkedIn. Donc, vous êtes invité à mettre, aussi à joindre la page LinkedIn sur laquelle on postera, je pense. On peut rajouter nos noms ici. Oui, non, mais nos noms étaient trouvés. Ne t'inquiète pas. Ah oui, si vous faites Hydromaris par LinkedIn, vous trouverez le nom de Jérémy, donc Jérémy Brabré Adonalflo. Et puis Roni Sarfati, c'est moi. Voilà, Roni Sarfati avec 2 TI. Ok, SARF 2 TI. Mais je pense qu'on a déjà été trouvé. Mais je vous invite à suivre la page.
Alors, on n'a pas eu, on était sur un ordinateur, là, donc on n'a pas pu voir toutes les questions, mais on va maintenant y passer et tâcher d'y répondre. Alors, je ne suis pas très familier. Voilà, le chat. Voilà. Ok. Alors, nous avons une question de Ulkhaj. Ok. Combien d'énergie faut-il pour dessaler de l'eau? Alors, Ou par mètre voilà, il cube faut de fond. environ pour 1 mètre cube, il faut à peu près 3 kWh. Ok, environ 3 kWh pour 1 mètre cube, compris, tout compris. Ok, tout compris, c'est-à-dire compris tout. Ok, donc ça sort de l'usine après avoir été pompé depuis la mer, donc y compris le pompage, y compris tout, c'est à peu près 3 kWh. En plus, l'impact sur l'environnement en termes de CO2. Alors de quoi? De quelle technologie? Ah, toujours de dessalement? Je suppose. Alors, le dessalement, c'est pas important. En gros, c'est pas important. En gros, c'est l'électricité. Donc là, je viens de dire 3 kWh. Tout dépend comment est fabriquée l'électricité. Okay, donc, si l'électricité est fabriquée proprement par des éoliennes voilà, évidemment, ce ne sera pas grand-chose. Si c'est fabriqué avec du gaz ou du, voilà, du charbon. C'est la principale source de création de CO2 dans le cas du dessalement. Alors, nous avons alors là, c'est un robot, sans doute, A03 de Benrini, qui nous demande bonjour et merci de ce partage pour avoir une petite comparaison entre le dessalement thermique et le dessalement naturel à travers des bassins capotés. Alors, qu'est-ce que c'est le dessalement naturel à travers des bassins capotés? Est-ce que ça veut dire l'évaporation naturelle ou est-ce que ça veut dire par osmose inverse? C'est pas clair pour moi la question. Je ne comprends pas. Autant le dessalement thermique, c'est clair. Qu'est-ce que je peux vous donner comme valeur? Le dessalement thermique. Alors, le dessalement thermique, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la technologie MED ou MVC. Okay, qui sont MED, ça veut dire Multi-Effect Distillation. MVC, c'est Mechanical Vapor Compression. Et c'est les deux grandes technologies qui sont utilisées. Il y en a une troisième, mais qui est beaucoup plus, qui n'est pas fait, qui est MSF, qui n'est pas fait en Israël parce qu'elle est trop utilisatrice d'énergie. Donc les deux plus économes, c'est MED et MVC. Le MVC, c'est à peu près 10 kWh par mètre cube. Okay, donc à peu près 3 fois plus pour le sens inverse. Le MED, c'est différent parce que la source n'est pas d'énergie électrique, ça n'utilise pas d'énergie électrique, enfin, pas pour le dessalement. Évidemment, il faut un peu pomper l'eau, il faut un peu de la mer, mais ça utilise de la vapeur sous pression, même sous pression très légère. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une usine électrique, vous savez qu'elle fait tourner les turbines avec de la vapeur, et ensuite, ces usines électriques rejettent de la vapeur à basse pression. Cette vapeur à basse pression, quand on a une usine électrique normale, elle est rejetée, elle est perdue. C'est dommage, on a de la vapeur qui est totalement perdue, elle est retransformée en eau, okay, et rejetée dans le fleuve ou dans la mer, dans le milieu naturel. Eh bien, cette vapeur basse pression, elle peut être utilisée, c'est de l'énergie gratuite pour créer du dessalement. Et c'est là où le dessalement thermique est très utile. Et quand je disais, donc là je disais dans certains cas particuliers, c'est dans ce cas particulier. C'est le cas à Tianjin, c'est le cas à la plus grosse usine de dessalement, par exemple, d'Inde aussi, a été installée par IDE. Elle est aussi thermique et c'est parce qu'on est à côté d'une usine d'électricité. Donc la vapeur, elle est gratuite puisqu'elle est déjà utilisée. C'est une vapeur basse pression qui sert voilà. Donc c'est quelque chose de très intéressant dans ce cas-là. Alors on a Galaxy Note 20 Ultra qui souhaite nous poser une question. Visiblement, la question va être longue parce que je vois qu'on tape depuis quelques temps. Ou alors Internet est lent. Et est-ce que certains d'entre vous veulent peut-être poser des questions à l'oral? Oui, vous pouvez. Là, on attend les questions. Oui, si vous permettez. Oui. Je vous en prie. On écoute. On vous écoute. Je me présente, Dr Mohib. Merci encore une fois pour cette merveilleuse présentation. Moi, je vais aller vers une demande de comment on peut collaborer par l'utilisation de la technologie d'Israël dans l'économie d'eau et l'amélioration agricole. Mon idée, est-ce qu'il y a moyen de trouver des partenaires avec qui on peut faire affaire ici, c'est-à-dire faire un témoin dans un bout de terrain, on dirait 1 hectare, 2 hectares, pour une agriculture bien déterminée et faire voir l'efficacité de l'utilisation du système intelligent d'Israël pour économiser l'eau en fonction de la production
et encourager les autres agriculteurs à adopter ce système-là. Je pense que c'est une méthode de collaboration que je suis en train de vous proposer et de trouver les personnes ou bien les sociétés qui peuvent faire ça au Maroc avec nous. Merci. Alors, on serait déjà, merci pour votre question, docteur. On serait ravis d'étudier ça plus en détail avec vous. Comme Ronnie l'a précisé, quand il est question d'agriculture, il n'y a pas d'approche unique. C'est-à-dire qu'il faut considérer la culture dont il est question. Certaines peuvent bénéficier de l'irrigation par osomâtre, d'autres non. Et il y a un ensemble de facteurs à considérer. Donc, je pense que l'idée, ce sera, une fois que la conférence arrive à son terme, que l'on reste en contact, que l'on discute et que l'on comprenne un petit peu mieux. Voilà, d'un point de vue business, on sera tout à fait ravis de voir dans quelle mesure il sera possible d'organiser un pilote et effectivement, après, de travailler avec d'autres agriculteurs qui seraient intéressés. Voilà. C'est tout à fait c'est exactement pour ça qu'Hydromaris a été mis en place. C'est tout à fait ce qu'on souhaite faire. Évidemment, pour nous, ça vaut le coup que si on est sûr que ce pilote va être regardé par beaucoup d'agriculteurs. Okay, s'il n'y a que les 3 agriculteurs qui sont à côté qui vont le voir, il n'y a pas d'échelle économiquement viable. Okay, donc, c'est important de votre part, si vous décidez de faire un pilote, que ce soit un pilote qui fasse l'objet de beaucoup de communication. Ou d'une certaine manière qu'il y ait quelques précisions. Donc, vu ma position, moi, j'ai des connexions avec des différents réseaux interprofessionnels de production agricole qui font même beaucoup d'exports par une technologie que je suis en train de travailler. Donc, j'ai des contacts, des présidents, des directeurs de ces réseaux-là. Quand je dis ceci, donc, on va pour pouvoir discuter sur des cultures bien précises, des cultures internationales qui ont un intérêt économique et qui ont des cultures, bien sûr, qui seront demandées soit localement, ou bien qui seront demandées pour l'export, pour améliorer l'export, tout en améliorant l'utilisation de l'eau avec ces crises d'eau qu'on voit. Et l'étude peut être faite sur 2 ou 3 régions différentes, suivant la capacité de l'eau locale et le renouvellement de l'eau annuel qui est fait. Et si jamais on va pouvoir approfondir, moi je serai dans la possibilité d'organiser des réunions avec des agriculteurs de différentes tailles, des grandes, petites et moyennes, afin de pouvoir créer un système qui pourrait être dupliqué et qui pourrait faire sujet de conférences, de communication, parce qu'on ne va pas faire ça dans un coin, on va dire on a produit de 200% plus en productivité. Si on n'arrive pas à vendre le système ailleurs, à multiplier les agriculteurs, ça n'aura aucun impact sur l'agriculture marocaine, bien entendu. Donc, quand je dis faire un pilote, je sais ce que j'ai dit, c'est faire un pilote pour montrer aux gens que ça marche, ça existe et ça réussit. Et c'est la meilleure façon pour encourager l'adoption de nouvelles technologies. Des fois, les gens ils ont peur du changement, surtout quand il s'agit des agriculteurs qui ont déjà commencé dans l'agriculture moderne à différentes échelles et investi un certain nombre d'investissements. Si on arrive à améliorer l'investissement actuel, c'est bon. S'ils veulent investir à nouveaux investissements, donc il faut les orienter vers un investissement adéquat qui sera efficace dès le départ. S'ils n'ont jamais fait ça, les encourager et leur dire, voilà, et à ce moment-là, trouver les moyens de financement, que ce soit local ou en partenaire, ou bien piocher sur les subventions de l'État dans ce domaine-là quand il y a des subventions pour aider les agriculteurs. Et l'objectif global, c'est adopter une technologie pour pouvoir économiser l'eau. Je ne cache pas, je suis heureux d'entendre quand je vois que vous utilisez par habitant 130 mètres cubes par an et que vous êtes satisfait. Et ça me fait mal au cœur de dire que nous, avec 500 mètres cubes par an, on est dans la sécheresse, dans l'alarme. Donc, j'aimerais bien qu'avec ce regroupement et en généralisation des choses qui peuvent prendre leur temps, on espère que ce soit un temps court, qu'on arrive, on reste dans 500 mètres cubes et on soit dans l'abondance et on fait fausser même la notion des Nations Unies des 1000 mètres cubes limite de sécheresse. Très bien, ok. On sera ravis d'être en contact à la suite à ce webinaire. Est-ce qu'on a d'autres questions oui. ici? Oui.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je tiens à remercier infiniment le club des dirigeants pour ce Et en webinaire. particulier Driss Diff. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, effectivement. Et je tiens à vous remercier aussi. Malheureusement, moi, j'ai pas pu assister au début, donc malheureusement, j'ai raté la présentation. Mais comme je suis... C'est enregistré. Oui, vous allez pouvoir le revoir. Ah, ben, c'est très bien. La revoir. Donc, on aura l'occasion de revoir le webinaire, c'est très intéressant. Alors, moi, je suis un praticien dans le domaine de la climatisation. Je suis Ahmed Haddad de la société Monsieur Clim. Je pensais que c'était votre nom. Je me suis dit, ça tombe bien. Donc, c'est Ahmed Haddad de Monsieur Clim. Et j'ai accompagné une grande boîte l'année dernière à Bengoa pour la contribution de la réalisation d'un grand projet, le dessalement des eaux de mer d'Agadir. Mais ma mission, c'était d'assurer le refroidissement de systèmes de pompage, tout ce qui est électrique. Donc, c'est la climatisation les locaux techniques. Et voilà, donc c'était vraiment une découverte très enrichissante. Et aujourd'hui, la station, il est opérationnelle. L'avantage, c'est qu'il offre de l'eau pour l'irrigation et en même temps pour l'eau potable. Voilà, pour une zone où il y avait une grande crainte au niveau de besoin d'eau. Alors, sur le plan pratique, moi, je suis dans la climatisation et j'ai essayé à plusieurs fois de faire de l'innovation, même au niveau de traitement de l'air, mais là aussi pour produire de l'eau. Donc, je fais de la condensation de l'air et j'arrive à avoir de l'eau. Donc, bon, ça, une petite expérimentation, mais je serais très intéressé aujourd'hui pour développer quelque chose grandiose. On peut vraiment, dans des zones arides, secs, où il n'y a pas possibilité d'avoir de l'eau, d'extraire de l'eau dans l'air et offrir de l'eau. Donc, la faisabilité, il existe. Maintenant, on doit avoir l'art et la manière et vos expériences aussi pour que ça soit de l'eau, soit potable, sinon pour l'irrigation. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Ok, alors il y a déjà une société israélienne qui fait ça, effectivement, qui communique beaucoup d'ailleurs, Watergen, pour ne pas la citer, qui fait ce que vous dites exactement, qui fait de l'eau à partir de l'air par la condensation et qui vend ses machines un peu partout dans le monde. Il y a aussi des sociétés en termes de climatisation, alors on sort un petit peu du domaine de l'eau, mais qui font des peintures spéciales qui, plutôt que de climatiser directement, permettent de réfléchir une partie des rayons solaires et donc d'abaisser la température dans les zones qui ont été peintes. Oui, effectivement. Donc, bien sûr, avec le traitement de l'air, on est capable de faire des miracles. Produire de l'eau, de l'air, ça, c'est des choses vraiment intéressantes. Donc, la question aussi, comment on peut développer ce business dans notre pays aussi, hein, ne reste qu'à petite échelle et grandir. Et même au niveau de fabrication, moi honnêtement, aujourd'hui, c'est pas pour aller importer de la machine, why not de fabriquer un made in Morocco. Et c'est l'objectif aujourd'hui au Maroc. On cherche à faire des collaborations, mais dans un contexte où on peut vraiment développer notre industrie, parce que c'est le moment ou jamais. Donc, il y a un besoin, il y a de l'énergie renouvelable, mais on peut pousser aussi les choses jusqu'à aboutir à quelque chose de vraiment innovant. On a un potentiel et le Covid, il a bien démontré que, bon, il y a des petites têtes ici au Maroc, si on arrive à leur donner la possibilité, et sans doute ils peuvent donner quelque chose à l'échelle même planétaire, pourquoi pas. Vous, Israéliens, vous êtes vraiment intelligents, moi j'apprécie beaucoup, parce que vous êtes toujours dans les choses innovantes. On est éduqués, hein? C'est ça, c'est que j'ai intelligent, on l'est tous, sinon on ne serait pas là.
Mais c'est-à-dire, voilà, on a des gens extraordinaires. La spécificité, c'est que Israël a investi dans l'éducation. C'est ça, en fait. C'est l'éducation qui permet de… Mais voilà. au Maroc, moi, j'ai eu l'occasion, je donne des cours à Centrale Maroc, à Centrale Ah oui. Casa. J'ai eu À l'occasion de Bouscoula. voir qu'il n'y a pas que des petites têtes, il y a aussi des grosses têtes au Maroc. C'est extraordinaire. Têtes extraordinaires. Et je travaille aussi au-delà d'Hydromaris dans ce qui est aéronautique. Et j'ai eu l'opportunité de voir aussi la qualité du travail qui est fait dans le domaine. Donc, quand vous parlez de fabrication, je pense que c'est un autre axe qui va être très important dans les années à venir entre le Maroc et Israël. Israël n'ayant pas nécessairement la même capacité de fabrication que le Maroc, que l'on a pu voir à l'œuvre dans le domaine aéronautique que je connais bien, mais aussi dans le domaine automobile et dans d'autres. Je pense qu'il va y avoir à l'avenir des collaborations pour la fabrication entre Israël et le Maroc, parce que pour l'instant, les Israéliens passent le plus souvent par la Chine, et il y a sans doute beaucoup de choses à faire dans la collaboration avec le Maroc en termes de manufacture. Très bien, parfait. Oui, c'est un axe qui nous intéresse, effectivement. Ça se fait, effectivement, c'est fabriqué en Chine, c'est fabriqué aussi parfois plus proche en Turquie. Ou en Europe de l'Est. Voilà, en Europe du Sud-Est, comme en Hongrie, en Slovaquie, etc. En Roumanie, voilà. Et effectivement, le Maroc peut être une solution vraiment intéressante parce que vous avez aussi un bon niveau d'éducation, un bon niveau de savoir-faire, une manœuvre qui a un coût qui est encore raisonnable aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est intéressant. Ouais. Sauf que ce qui nous manque aujourd'hui, sincèrement, au Maroc, c'est que les gens, ils réfléchissent, ils ont des idées, mais malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser les idées. Pourquoi? Parce que on peut être intelligent, on peut avoir une idée, mais si on n'est pas accompagné par le développement, par la recherche, par des gens où ils ont les moyens, ça veut dire il y a un frein. C'est pour cela que je dis on reste petite tête. Maintenant, ce qui fait la différence, même chez vous aujourd'hui, quand vous parlez de l'eau, vous ne parlez pas une seule technologie. Vous avez des milliers de technologies et chaque technologie, il y a un écosystème. Et l'État, il vous accompagne sur l'ensemble. Ça veut dire depuis toute la chaîne, de bout en bout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Bon, le problème chez nous, des fois, on trouve quelqu'un qui va innover, il a une idée, mais il faut tout un écosystème. S'il n'y en a pas l'ensemble, on n'arrive pas à aboutir à des résultats. Donc, je pense que c'est là, il y a un apprentissage, même au niveau de comment travailler des projets écosystèmes. Et ça peut être vraiment intéressant. C'est vrai, l'État en Israël, cependant, enfin, quand on compare par exemple avec la France, n'est pas toujours un support très, très fort. L'écosystème se développe un peu tout seul. Oui, totalement. Effectivement, moi aussi, je voulais dire, pour avoir travaillé dans le même secteur de l'eau comme ingénieur et en Israël et auparavant en France, il y a une grande différence, elle est culturelle. C'est-à-dire, s'il y a une culture d'innovation, comme vous disiez, vous dites, vous avez parfois une bonne idée et l'idée ne se concrétise pas en une start-up, en une technologie qui se crée. Ici, les gens ont la culture de l'innovation. C'est sidérant. Moi, j'ai vu en France aussi, il y a des bons ingénieurs, mais pareil, celui qui a une bonne idée, il dit « Ah, j'ai une bonne idée ». Et puis voilà. Ici, mes collègues, je le vois en permanence, ils innovent, ils créent leur start-up, ils créent leur technologie. Il y en a aussi qui ne marchent pas, okay, mais il y a la culture de prendre le risque et la culture de faire. Et voilà, c'est une culture d'innovation avec un soutien qui n'est pas de l'État, justement, un soutien qui est très, très fort des investisseurs privés. Okay. On a une question de Abdelhamid El-Jabri. Alors, beaucoup pour l'intéressant thème. Attends, non, c'est pas ça. C'est avant. Le dessalement solaire des eaux saumâtres. Quels sont les systèmes utilisés aujourd'hui en Israël? Alors, on a du dessalement. Alors, quand on dit solaire des eaux saumâtres, il y a deux choses. Il y a d'une part solaire, c'est-à-dire la production d'énergie électrique, et d'autre part le traitement de l'eau saumâtre. Donc, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on les met ensemble, mais on peut faire de l'eau saumâtre, de traitement de l'eau saumâtre par différentes technologies,
toutes celles qui sont utilisées en Israël et en général partout dans le monde, c'est l'osmose inverse, parce que pour l'osmate, comme c'est des eaux qui sont moins chargées en sel que la mer, l'osmose inverse vaut vraiment le coup, encore plus. Okay, donc dans l'osmate, c'est systématiquement, à ma connaissance, quasi systématiquement, une technologie d'osmose inverse. Après, quand on dit solaire, c'est-à-dire comment on produit l'énergie. Donc effectivement, il y a des cas où on produit l'énergie sur place, qui est, si c'est dans le désert, ici dans le désert du Negev, on a surtout du photovoltaïque. On a un autre système de solaire qui est un système de solaire thermique, qui est un peu plus coûteux, mais qui est une usine qui a été mise au point aussi au niveau technologique d'innovation mondiale. C'est ça, là, on parle d'un autre domaine, le domaine de l'énergie solaire, thermique. En fait, c'est par des miroirs qui renvoient les eaux vers un point qui est donc où l'eau est chauffé, et ensuite, il y a tout le principe, une fois que l'eau devient vapeur, d'une usine électrique classique. Donc ça se fait de plus en plus, effectivement, surtout le photovoltaïque. On a une autre question de Abdelhamid El Jabri. Pour les matériaux utilisés dans les traitements dessalement eaux usées, en termes de rapport qualité-prix, quels sont les